Bonsoir à tous. Vous êtes sur le plateau de Dengle Web TV, émission débat de société. Alors ce soir, notre thème c'est le phénomène des enfants de la rue. Et nous avons pour inviter Mademoiselle Touré Maria. Bonsoir chers tous, très heureuse d'être là. Et Madame Diomandé en face d'elle. Bonsoir. Et à côté de moi, c'est le jeune Dounia Mori. Bonsoir. Voilà. Alors, les enfants de la rue, le phénomène des enfants de la rue. Aujourd'hui, nous estimons à 120 millions le nombre d'enfants qui vivent dans la rue. Plus précisément, 30 millions en Afrique. Et malheureusement, ces enfants subissent toutes sortes de violences. Ces enfants ont également des droits. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur le cas de ces enfants, notamment de savoir où les trouve-t-on, quelle est leur tranche d'âge, quels sont les facteurs qui les poussent à la rue, et ensemble, nous allons trouver des solutions, proposer des solutions et des recommandations. Alors, nous allons commencer avec Madame Dunga, Madame Diomandé plutôt, qui va nous donner la définition pour elle du phénomène des enfants de la rue. D'accord. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Et je pense que le phénomène des enfants de la rue est un phénomène récurrent. Et il faut en parler, et vous faites bien d'en parler. Le phénomène des enfants de la rue, les enfants de la rue, d'abord on les trouve dans la rue, ce sont des enfants qui appartiennent à des familles, à des parents, qui quittent la maison pour certains, qui sont abandonnés pour d'autres, et qui se retrouvent dans la rue. Voilà, sans abri, sans protection, et sans rien du tout. C'est ça. Voilà. Merci Madame Diomandé. Mademoiselle Touré, vous allez nous donner votre définition de ce phénomène qui est les enfants de la rue. Ok. Pour moi, l'expression enfant des rues désigne de façon générale un enfant, je veux dire une personne au sens des personnes mineures qui vit dans la rue, hors d'un foyer, exposé à tout effet néfaste de la société. L'abus, la drogue, l'alcool, tout ça. Voilà. Merci. Monsieur Bouri, alors pour vous, c'est quoi un enfant de la rue? Bon, pour moi, un enfant de la rue, ce sont les enfants abandonnés par la cour. Donc, les enfants qui sont abandonnés par la cour, il peut avoir aussi des... Bon, de toute façon, vu que le problème de la famille, donc il peut aller de la course. D'accord. Et ces enfants-là, ils sont situés entre quelle catégorie d'âge? Madame Diomandé. Bon, je pense qu'entre 7 et 18 ans, je peux le dire, entre 7 et 18 ans, peut-être plus, voilà. Je pense qu'en dessous de 5, on dira l'enfant il est un peu trop petit, mais de 7 ans à 18 ans et plus, quoi. Mais généralement, on les trouve où précisément dans la rue, selon vous? On les trouve un peu partout. Dans les marchés, sous les ponts, dans les gares routières, devant les grands espaces. Et ils n'ont pas d'endroit fixe, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de lieu d'habitation. Et ils sont dans les rues. Du moment où ils ne sont pas dans un endroit fixe, dans une famille d'accueil, dans leur famille, pour moi, ils sont dans la rue. Merci, voilà. Mademoiselle Touré, pour vous. Bon, généralement, ces enfants, un enfant hors d'un foyer déjà est considéré comme un enfant de la rue. Un enfant qui n'est pas dans un foyer, qui n'est non plus pas dans un centre de formation, ni un refuge là, est considéré comme un enfant de la rue. Et la tranche d'âge, généralement, c'est les enfants. La société dit souvent de 7 à 20 ans, mais généralement, il y a les enfants moins de 7 ans mais qu'on retrouve dans la rue. Oui. Il y a les enfants moins de 7 ans qu'on retrouve dans la rue, c'est très dangereux. Vraiment. Et vous les trouvez en général? Généralement, c'est au marché, sous les ponts, dans la rue, n'importe où. Du moment que l'enfant n'est pas déjà installé quelque part, il est déjà dans la rue. La rue est face. D'accord. Et M. Mori, où trouve-t-on ces enfants-là? Bon, pour moi, les enfants de la rue, on peut les trouver dans, bon, je peux dire aussi dans les ghettos, comme les Africains obligés de le dire. Oui. Donc on peut les trouver dans les ghettos, ou sont encore dans les marchés, en bas du pont, comme... D'accord, alors je pense que les réponses se rejoignent. On va maintenant se tourner sur le facteur fondamental, c'est-à-dire le facteur fondamental, la raison capitale pour laquelle les enfants se retrouvent dans la rue. Okay. Alors selon vous, M. Mori, c'est quoi la raison pour qu'un enfant se retrouve dans la rue, pas chez lui à la maison, pas dans un centre, pas chez un enfant? C'est quoi? Qu'est-ce qui pousse les enfants à la rue aujourd'hui? Bon, c'est... Je peux dire aussi la pauvreté de la famille peut pousser les enfants à sortir de la rue. La pauvreté, bon, il peut y avoir aussi des parents qui
influence ces enfants. Donc, ça peut pousser aussi l'enfant Dans la rue? Non, à sortir là. À sortir. À la rue. L'enfant à la rue plutôt. Ok, Madame Diomandé, pour vous, c'est quoi les raisons capitales en fait? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il a parlé tout à l'heure de la pauvreté. C'est un facteur, c'est une cause vraiment qui est véritable en fait. La pauvreté et la polygamie, l'irresponsabilité des parents. Parce qu'on a certains parents qui se marient, qui font les enfants et qui abandonnent les enfants. Famille reconstituée. Voilà, qui abandonnent les enfants et le père, il se remarie, la mère, elle se remarie. Et l'enfant, il est au milieu, il fait la navette. Entre les deux familles. Et quand il est fatigué de faire la navette, il reste au milieu, il reste dans la rue. Ou quand là où il va chez le père, il n'est pas bien reçu. Chez la mère, pareil. L'enfant se dit, mais pourquoi courir? Je préfère me trouver d'autres chemins, mais où me frayer d'autres chemins. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. C'est l'une des raisons fondamentales. C'est l'une des raisons fondamentales. Et il y a aussi la maltraitance des enfants. On l'a vu dans ces derniers temps, des femmes qui battaient des enfants, des femmes qui prennent même des enfants qui ne leur appartiennent pas. Voilà, qui ramènent ces enfants-là des villages chez elles, à la maison. Et à force de mettre la pression sur les enfants ils craquent et puis se retrouvent à la rue. Voilà. Et Mademoiselle Touré, c'est quoi votre point de vue? Bon, pour moi, les raisons, facteurs, causes d'arriver, d'abord faire la distinction. Parce que quand on parle de thème d'enfants des rues, on va les reprendre deux, s'il vous plaît. Il y a les enfants de la rue et il y a les enfants dans la rue. Les enfants de la rue sont ceux-là même qui travaillent et vivent dans la rue. Merci de voilà, généralement ils sont là, ils habitent là, ils travaillent là, on les voit en train de cirer n'importe où, partout, en train de faire des bêtises, voilà. Par contre, il y a les enfants dans la rue, sont ceux-là même qui ont un domicile, ils sont dans un foyer, mais ils sont chaque jour, ils vont se chercher. Vous voyez, ils travaillent, mais ils ont un domicile fixe, voilà. Maintenant, pour les raisons et causes là, je dirais que les responsabilités des parents, je vais un peu rejoindre la demander. Voilà. Aujourd'hui, les parents ont abandonné vraiment toutes les responsabilités. Ils ont démissionné, franchement. Aujourd'hui, au lieu que ce soit le parent qui éduque l'enfant, on voit aujourd'hui dans le foyer, les enfants qui éduquent les parents. C'est le monde à l'envers. Voilà, le monde à l'envers. Donc, du coup, on ne fera que faire face à toute cette situation-là. On a parlé du phénomène des maltraitance. Il y a des dames aujourd'hui au village, ils vont prendre des enfants qui ne leur appartiennent pas. Et elles viennent maltraiter les enfants, va vendre de l'eau, va faire comme si, fait ça. Regrette assez que. Il y a une situation, je ne sais pas si je peux me permettre sur le plateau. Il y a une situation qui s'est passée à Figueroa une année à Ipougon. Voilà, il y a une petite là. Elle partait très tôt, assez que la dame a l'habitude de la réveiller, fait les travaux. La petite, elle allait comme ça, jeter les ordures. Elle est tombée sur des bandits érudits. Les gens ont dit après que c'était des bouteurs, mais il peut dire des bandits. Ils ont égorgé la petite tout de suite. Maintenant, il y a un, lui, il était en situation de fugue, il a fugué. Maintenant, l'autre, il n'a pas pu. Puisqu'il y a des gens qui étaient assis, ils se sont dit non, peut-être que c'est un fou. Mais au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que c'est des gens qui avaient tué la petite femme. Et lui aussi, à son tour, ils l'ont tué. C'est une triste réalité, le facteur, mais nous allons plutôt nous attarder sur les facteurs fondamentaux comme nous avons parlé tout à l'heure. Alors, monsieur Maury, plutôt, c'est quoi pour vous les raisons qui poussent les enfants à la rue? C'est la même chose, la pauvreté de la famille, la même chose que j'ai dit. La pauvreté de la famille peut pousser les enfants à aller dans la rue. D'accord. Je veux revenir un peu, si vous me le permettez. Je veux revenir un peu sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, notre jeune sœur. Elle a parlé de l'éducation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est véritable. Les parents ont démissionné. Voilà, les parents ont démissionné. Ils savaient que, au lieu d'être éduqués au lieu d'éduquer les enfants, ce sont les enfants qui éduquent. Aujourd'hui, on voit dans les écoles primaires ou les écoles secondaires, on voit un peu ce qui se passe. Quand l'éducation, quand la base est ratée, on se dit que c'est normal ou à la fin où finalement l'enfant il va faire quelque chose qui n'est pas bien. Quand l'enfant sait que papa est comme ça, parce qu'il y a l'exemple aussi qu'on donne, il y a l'exemple que les parents, voilà, les parents sont les premiers modèles. On a tendance souvent à accuser les enfants, mais on oublie aussi la base, et la base ce sont les parents. Il faut toujours le dire.
Un enfant n'est pas tombé du ciel. Hein. Comme elle a dit, il y a des enfants qui travaillent dans la rue, ou il y a des enfants qui aiment la rue. Mais il y a certains, par contre, qui sont obligés d'être dans la rue par rapport à la famille. Est-ce qu'on se fait comprendre? Par rapport à la famille. Quand le parent qui doit éduquer l'enfant n'est pas un modèle, n'est pas un exemple pour l'enfant, et l'enfant est copie, et puis c'est lui finalement qui éduque l'enfant. Et quand ça ne va pas entre les deux, celui qui paie la maison, il reste chez lui, celui qui ne paie pas la maison, il reste dans la rue, c'est ça. Et aussi, on va parler, vous ne pensez pas que, je veux dire, l'éducation scolaire a une part de responsabilité dans tout ça en fait? C'est quoi, en fait, c'est quoi la responsabilité de l'école, de l'éducation scolaire? D'accord, je pense que vous me rejoignez, hein. Je pense qu'on a tendance aujourd'hui à tout mettre sur l'école. Le parent, il a inscrit son enfant, pour lui, il a fait l'essentiel, l'école va faire des miracles. Pour un enfant à qui tu n'as donné aucune base, ne t'attends pas à ce que l'école fasse ce que tu n'as pas pu faire. Voilà. Il faut d'abord, chez nous, à la maison, éduquer nos enfants et demander à ce que l'école accompagne. L'école ne pourra rien faire s'il n'y a pas de base. L'école ne pourra rien faire si nous, en tant que parents, nous n'avons rien donné à nos enfants. Donc, en quelque sorte, vous nous dites là qu'il faut Je vous dis qu'il faut une complémentarité, il faut l'éducation de la maison et l'éducation voilà, et l'éducation du D'accord. Il ne faudrait pas qu'on abandonne les enfants à l'école, croyant que voilà, il y aura des miracles à l'école. Voilà. Ok, merci bien Madame Diomondé. Oui, Mademoiselle Touré, c'est quoi la part de responsabilité? Moi, je veux un peu vous rejoindre sur ce point-là. Vous avez parlé de complémentarité, c'est vrai. Comme vous avez dit, les parents doivent être au même niveau d'information que les éducateurs, les enseignants généralement à l'école. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer? Comme on a l'habitude de dire là. Peut-être, je prends un exemple. Du coup, ton enfant doit être à l'école à 14h, 13h par là. Et il est pratiquement 16h, ton enfant n'est pas là. Peut-être l'éducateur, pour sa part, il doit appeler peut-être le parent et dire, ah, du coup, ton enfant n'est pas là. C'est ça. Oui, non. C'est ça un peu la complicité là. Peut-être ensemble, ils pourront faire ce qu'ils peuvent. Mais l'enfant, déjà, lui, il a sa part aussi des responsabilités. Parce qu'il y a des enfants qui sont de mauvaise foi aussi. L'enfant a sa part quand la base est réussie. Oui, voilà. L'enfant a sa part quand à la base, on lui montre qu'il est déjà responsable. C'est ça, les parents démissionnés. C'est ça, les parents démissionnés. Voilà, donc l'enfant, déjà, il y a des enfants mais qui sont de mauvaise foi. Si tu veux, il faut les aimer comme tu peux. Je pense qu'on a un élève sur le plateau qui pourra mieux nous en dire. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Maury, de la part de responsabilité de l'établissement dans l'éducation, l'établissement scolaire dans ce phénomène des enfants de la rue? C'est quoi? Qu'est-ce que l'établissement a failli? Qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'elle ne fait pas? Et plutôt, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne font pas? Et qu'est-ce que je veux dire, quel comportement l'enfant doit avoir en fait par rapport à l'établissement? Puis aussi, bon, l'établissement doit bien éduquer les enfants. L'éducation ne peut pas se trouver aussi à la maison. Seulement qu'à la maison. Voilà, d'accord. Donc, il doit bien éduquer les enfants à l'école. On disait que les éducateurs doivent venir à l'heure, faire ceci, les habillements. Ça aussi, c'est à la base aussi de l'éducation. L'éducation, ça fait partie de l'éducation. D'accord. Et quant à la maison, si je ne vous coupe pas, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la base c'était à la maison? Quand tu sais que ton enfant doit se vêtir d'un bleu blanc pour aller à l'école, et que l'enfant il a un bleu blanc, hein, quand tu le vois sortir, il a un bleu blanc, mais il n'y a pas de suivi. Il a un gros sac, et dans le gros sac, il peut y avoir d'autres vêtements. Voilà, il y a d'autres vêtements. Il a parlé du phénomène, il a parlé des vêtements tout à l'heure. Le vêtement aussi, c'est la base. Aujourd'hui, est-ce que nos enfants s'habillent? Nos enfants ne s'habillent pas. Est-ce que nous, en tant que parents, on emmène nos enfants à s'habiller? On ne le fait pas. Convenablement, en fait. Convenablement, merci. On ne le fait pas. On a démissionné. Aujourd'hui, on a des enfants qui peuvent porter un jean délabré, coupé là. Une fille qui peut, voilà, et puis la mère, elle est là, le père, il est là, voilà. Il dit rien. Si à la base, on disait aux enfants, au temps de nos parents, là, il y avait les manières de s'habiller, les maxis bien cousus, les robes bien cousues. Il y avait nos parents qui portaient les culottes avec les chemises et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus.
plus. On n'en trouve plus. Aujourd'hui, on a plus les guines, comment vous appelez ça les fracata. Voilà, les guines, les fracata, les batillons, les guines bad boy déchirés, on a tout ça. Tout à l'heure, on a parlé du phénomène de l'école. C'est normal, l'école a sa part à jouer. Mais aujourd'hui, l'école, il faut le dire, hein, l'école est différente. D'accord? Parce que on ne peut pas. L'éducateur, il est submergé. Dans une classe, l'éducateur a fait à 70 ans des élèves, à parfois même 80 élèves. À part le monsieur, il a ses problèmes. C'est vrai, c'est son travail et tout ça, mais il faut qu'il y ait cette complémentarité parce que ce soit des niveaux de l'école, que ce soit de la maison, tout le monde a des différences. Il semble que Maman Touré n'est pas d'accord avec votre avis. Hein? Non. Alors, pas forcément pas d'accord, mais j'aimerais un peu apporter aussi. Avant, on s'habillait, on faisait comme si. Aujourd'hui, il y a les établissements qui exigent la tenue. Oui. Les tenues, on les prend directement à l'école là-bas. Oui, dans l'école. Vraiment. Donc, ensemble, il faudrait que. Je ne sais pas, chacun prend sa part de responsabilité. Je ne sais pas si chaque école doit se mettre ensemble pour exiger ça. Sinon, ça ne va pas changer. Les parents, ils vont regarder les enfants partir à l'école, ils ne vont jamais fouiller dans les sacs. C'est ça. Et malheureusement, ils ne vont pas fouiller dans les sacs. Il arrive même qu'il y a des enfants, même ils doivent finir normalement à 16h, ils disent à la maison, on finit à 18h. Et le parent n'est pas toujours là. C'est de tout ça qu'on parle. Quand le parent, il est assidu, quand il sait que l'enfant qu'il a mis au monde, c'est sa charge, d'accord? C'est sa charge, et lui doit une éducation. On leur doit, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Tu vois, ils n'ont pas demandé à venir au monde, on les a mis au monde, on leur doit une éducation. La religion a démissionné, les parents ont démissionné. Oui, monsieur Maurice, je pense qu'on semble oublier une partie qui est très importante, qui est l'influence, la mauvaise influence, en fait, je veux dire la mauvaise fréquentation, parce que bien que le parent il éduque convenablement son enfant à la maison avec la religion et tout, qui, malheureusement, son enfant qui est contaminé ou qui fréquente des personnes qui n'ont pas eu cette éducation-là. Du coup, c'est une contagion plutôt. Donc, monsieur Mori, vous qui êtes dans la réalité des faits, c'est-à-dire élève, comment ça se passe avec vos amis? Quels sont les conseils que vous vous donnez? Quels vous apportez de bonnes idées? Est-ce que vous critiquez les comportements les uns les autres et tout? Comment ça se passe? Bon, maintenant, de nos jours, à l'école, tu veux convaincre un ami comme ça, mon frère, change ton style, bon, c'est pas acceptable. D'accord. Ils vont dire, ah, mon frère, tu es jaloux de moi, tu vois que tu ne peux pas le faire, ou bien, même si tu fais, c'est pas jaloux avec toi. Donc, la raison pour laquelle tu es jaloux de moi, donc moi, je vais toujours continuer. D'accord. Donc, c'est ce qu'ils disent. D'accord, mais et l'effet inverse, c'est-à-dire quand c'est vous qui avez un style normal, bien vous avez un code vestimentaire qui est convenable, et que vous avez affaire à un ami qui vous dit, la façon d'être habillé là, c'est pas ça, c'est pas la mode. Comment, je sais pas, c'est quoi, vous moquez, il y a des frustrations, mais après ça, comment vous réagissez face à ça? Est-ce que vous êtes conscient, vous continuez à suivre l'éducation ou bien les instructions que vos parents vous ont données à la maison, ou vous laissez influencer par cet habit-là en fait, par ces moqueries en fait? Bon, quant à moi, je regarde l'éducation de mes parents. C'est pas mes amis qui vont m'éduquer, c'est mes parents qui vont m'éduquer. Donc je regarde l'éducation, ce qu'ils m'ont dit à la maison, c'est ce que je fais. Ok, ça c'est je vais ajouter, et en même temps je vais un peu l'attacher. Ils ont l'habitude de parler d'attachement entre eux. Au fait, tu vas beau me dire, Maurice, que tu vas te baser sur les parents, mais il y a la réalité qui est là. La réalité là, c'est qu'ils aiment s'attacher entre eux. Les enfants, ils aiment influencer au fait des autres. Donc du coup, s'il y a un qui influence l'autre là, il va dire fais ça, fais ça. Tu vas dire non, premier jour tu ne vas pas faire, mais à non, tu vas faire. Pour montrer aussi que toi aussi tu es garçon. Ou bien toi aussi tu es femme, tu es chic, tu es fait chaud. Je te rejoins parce qu'on a vu avec les madame demander, s'il vous plaît. Moi j'ai vu des établissements, comme moi j'étais au lycée là, aux heures creuses là. Il y avait, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des amis, il y a d'autres que je connaissais qui partaient s'asseoir quelque part en train de fumer la drogue. On s'attarde sur le style vestimentaire. Mais il y a plus dangereux que ça. La mentalité des enfants. D'accord. Mais aussi, je veux dire que là, on est en train vraiment de s'étaler sur l'un des facteurs qui est la part de responsabilité dans tout ça, la part de responsabilité des établissements dans ce phénomène. Mais il y a un fait aussi que moi, j'aimerais savoir. Ne pensez-vous pas qu'il serait important de sensibiliser les gens également sur
le planning familial, par exemple. Parce qu'une famille qui est de famille, bon, je me dis, une famille qui est nombreuse, et aujourd'hui on sait que vraiment les temps sont vraiment difficiles, on ne va pas se le cacher. Est-ce que le père il est à même de faire face à ses responsabilités vis-à-vis de tous ces enfants-là? Et après, comment ces enfants se débrouillent? Comment ils se retrouvent dans la société? Qu'est-ce qu'ils font pour se prendre en charge en fait? Pour pouvoir, bien évidemment, comme on l'a dit dans le cas de l'école, pour pouvoir, je veux dire, pour pouvoir être au même niveau que leurs amis. Madame Djemone plutôt. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord, la question est tellement bien posée. Quand on parle de planning familial, on parle de planning familial à des personnes qui ont compris que la vie est chère. D'accord? Des personnes qui sont conscientes que nous sommes dans des périodes où elles sont dans des périodes ou dans des moments difficiles ou dans des situations difficiles. Mais des gens qui le savent, qui n'acceptent pas, qui continue de se marier à plusieurs femmes, plusieurs épouses. La polygamie, il faut parler. Le monsieur, il a pris une femme, il lui a fait 5 enfants, d'accord? Il n'est pas satisfait, il s'est dit, ben, je suis jeune, je suis encore solide. Il prend une autre femme, il lui fait 5 enfants. Les 5 premiers n'ont rien, n'ont pas la bénie, ils n'ont pas de situation, ils ne sont classés en rien, ils n'ont rien. Il lui fait, à la deuxième épouse, il lui fait encore 5 enfants. Comme si ça ne suffisait pas, il prend une troisième épouse. Et vous allez m'excuser, mais dans l'islam, on va jusqu'à 4 épouses, d'accord? Le monsieur, il prend 4 épouses, il fait 5 enfants. Les 4 épouses lui donnent 5 enfants, ça fait 2 enfants. Qui n'ont aucune situation, parce que lui-même, en tant que père de famille, il n'en a pas. Comment est-ce qu'il pourra s'occuper de ses 20 enfants? Finalement, ils vont se retrouver dans la rue. Voilà. C'est là que moi, je vais un peu vous supporter. Moi, je me dis, c'est vrai. Le manque de planning familial, la situation économique, c'est vrai. C'est la triste réalité. Surtout en Afrique, ici, sinon un peu partout dans le monde, c'est la triste réalité. Mais du coup, moi aussi, je connais les familles. Au fait, je vais dire, les parents ont démissionné sur tous les plans. Moi, je connais les familles, aujourd'hui, ils ont plus de 30 enfants. Hein. Mais chaque enfant est éduqué. Je te dis. Moi, mon père, par exemple, on était plus de 18. Mais aujourd'hui, là, chacun a sa situation. Hein. C'est un exemple que je prends. Les parents ont démissionné. C'est la triste réalité. On peut, c'est vrai. Le taux de pourcentage, parce qu'il y a aussi le taux de pourcentage. Quand on prend une famille, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, c'est la religion, c'est ci, c'est ça, je suis d'accord. Hein. Mais il faut dire que sur 100 familles, dans le cas dont vous parlez, il y a, je peux prendre une moyenne de 20 familles. Ça, si je dis 20, c'est trop. 10 familles qui sont dans votre cas, où le père a plusieurs enfants, il arrive à s'en occuper parce que lui-même a une situation plus stable. Mais je ne peux pas admettre que moi, je n'ai aucune situation. Moi, en tant que père de famille, je n'en ai pas. Et j'en crée. C'est que je n'ai pas de situation et je crée encore des gens qui n'auront pas de situation comme moi. Permettez-moi aussi. Les 80% là, c'est je vais vous poser une question, si vous me permettez. Il arrive aussi, il y a des gens aisés qui ont les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui. Oui, ces enfants n'ont pas eu la bonne compagnie, mais aujourd'hui, ces enfants se retrouvent dans la rue. Ils n'ont pas eu la bonne compagnie, mais les parents sont Les parents démissionnés. Ça, on en a parlé. Les parents démissionnés. Il y a des parents aujourd'hui qui sont aisés, mais les enfants se retrouvent dans la rue. Oui, on en a parlé. Ça, c'est la démission des parents. Excusez, s'il vous plaît. On va attribuer la parole à chacun parce qu'on parle tout là. Oui, c'est intéressant, c'est un débat. Monsieur Mori, ok, on vous écoute. Ok, si je veux m'ajouter à elle aussi. Elle vient de juste que elle vient de parler des enfants de familles nombreuses, des situations pas stables, des gens de la polygamie. Ok. Je parle de maintenant nos parents, surtout les nos parents, surtout les villages, les malinqués maintenant. Eux, bon, je peux dire, nos mamans aussi, les mamans ont tort. D'accord, c'est-à-dire en voyant, tu peux. Moi, je ne suis pas contre à marier les 4 femmes, je ne suis pas. Moi, ce que moi je veux, c'est une femme, mais 2 femmes. Je peux demander tout mon tort. Là, tu vois, moi, c'est papa qui va me prendre pour. Le monsieur va me prendre pour m'ajouter sur une autre femme, 4e femme. D'accord. C'est quel truc que tu cherches? C'est quel argent tu cherches? C'est ce que je vais dire. Moi, à faire des plannings familiales, 2 enfants, 3 enfants,
tu peux avoir quelque chose de 40 enfants. Bon, la première chose d'abord, faut arriver à les convaincre des enfants. Même si tu n'as rien. Arriver à vous voulez dire, en fait, avoir une autorité parentale. Autorité parentale. Avoir une autorité sur cette donc, il faut les convaincre. Même si tu n'as rien. Par l'argent, tu peux les convaincre. Je veux dire quelque chose. Sans plus tarder, parce que nous avons 30 minutes. Moi, je connais les familles. S'il vous plaît, nous avons 30 minutes. Juste une seconde. Le monsieur, il n'a qu'une femme, 4 enfants. Vous voyez. Mais parmi les enfants, il y a un. C'est-à-dire le plus aidé. Lui, carrément, c'est des bêtises. Le père est ambitionné. Justement, non, mais c'est pour question de moyens. Le père, il a les moyens, la dame, elle a les moyens. Pas beaucoup d'enfants, minimum. Les autres sont un peu concernés, mais l'autre, lui, il est dérangé. Donc, c'est les parents. Donc, on dira pour conclure. Je vais m'attarder sur ça. Pour conclure, en fait, on ne va pas trop s'étaler dessus. On aura l'occasion de faire un deuxième débat sur ce phénomène. Voilà, par contre, on a un dernier point à développer également. Ce sont des recommandations et des solutions face à ce problème-là. Alors, pensez-vous que quelles solutions pouvons-nous proposer? Puisque nous avons soulevé beaucoup de facteurs ici. Donc, pour ces facteurs-là, quelles solutions proposez-vous, Madame Diomandé? Mais pour moi, la première solution, puisqu'il y en a déjà qui sont dans la rue, pour ceux qui sont dans la rue, il faut penser à créer des centres d'accueil. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on parle de famille d'accueil, mais finalement, on se retrouve à l'appareil. Il faut créer des centres d'accueil pour ces enfants-là. Il faut créer des centres de formation où ces enfants-là vont apprendre des métiers qui leur sied, les métiers qu'ils aiment, où ils vont apprendre des métiers, où ils vont s'épanouir, où ils vont se sentir bien. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la rue. Pour ceux, par contre, qui ne sont pas encore allés dans la rue, mais qui songent à y aller, il faut les dissuader. Les parents doivent prendre conscience que les enfants ne nous doivent rien. C'est nous, par contre, qui devons tout à ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Voilà. Il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer. Quand on décide de faire 15-20, il faut assumer, il faut subvenir à leurs besoins. Parce que quand l'enfant n'a pas à manger, il va sortir pour aller chercher. Voilà. C'est l'instinct de survie déjà. Donc, M. Rory, alors pour vous, quelles solutions proposez-vous, recommandations pouvez-vous faire pour faire face à ce fléau? Aussi, il y a des enfants qui se sont retrouvés dans la rue. C'est pas à cause de. C'est un manque de moyens, en fait. Donc, manque de moyens financiers, d'accord. Donc, scolariser les enfants. Pour scolariser les enfants. D'accord. Donc, vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas scolarisés que ça donne à d'autres choses, on fait des choses dangereuses et évidemment, ils se retrouvent dans la rue. Ok. Et quoi d'autre? Pour l'établissement, je me dis, parce que vous, surtout pour vous, pensez-vous, quelles recommandations vous pouvez faire aux établissements pour pouvoir aider à l'éradication de ce fléau, en fait? Quelles solutions vous proposez? L'établissement peut mettre des méthodes en place. Telles que? En mettant les trucs, les mots méchants. En étant plus rigoureux, je veux dire plus strict dans les règlements de l'établissement, en mettant les règlements en place. D'accord, et aussi en ayant une bonne relation, je peux avec ce qu'il veut dire, oui. Parce que je le sens venir, mais voilà. Par rapport aux établissements, il faut créer aussi des cellules d'écoute. Parce qu'il y a des enfants qui traversent des moments difficiles, souvent qui ont envie de parler, mais qui ne savent pas à qui parler. Les éducateurs aussi ont démissionné. Il faudrait qu'à l'école, les éducateurs connaissent, sachent pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont payés, et quel est leur rôle qu'ils doivent jouer sur nos enfants. Il faudrait que ces rôles-là aussi
se joue bien et parfaitement. Quand l'enfant il n'est pas venu à l'école, il doit avoir le numéro de tous les parents parce que quand on fait les inscriptions, il y a tous ces facteurs-là qu'on arrive à chose. Donc, il appelle le parent pour lui dire ton enfant n'est pas à l'école. Et quand c'est comme ça, le parent il est averti, il cherche à prendre des précautions dès le début, et voilà, pour freiner certaines choses qui peuvent arriver plus tard. Donc une parfaite collaboration. Parfaite collaboration entre les parents et les éducateurs. Il ne faudrait pas qu'on attende que ce soit l'argent seulement qu'on donne et puis voilà, quand ils ont reçu l'argent, c'est fini. Merci Madame Diomandé. Oui, pas de tout. Donc pour ma part, la collaboration, que ça soit vraiment meilleur, il faudrait que chaque semaine, je vais dire 2 fois au moins dans la semaine, il y a une structure parents d'élèves, une structure responsable d'établissement pour faire des réunions. Se parler, c'est dire la vérité. Savoir ce que chaque enfant fait à l'école. Voilà. Je pense qu'il y a des écoles aujourd'hui qui ont instauré ça. Il y a réunion des parents d'élèves, souvent les chefs d'établissement. Voilà. Maintenant, pour le gouvernement, j'aimerais dire, le phénomène de réinsertion des enfants, c'est très important. Pour ceux qui sont déjà dans la rue, il faut les réinsérer. Dans les centres d'accueil déjà. On a un centre de pause à Bergerville, le village à Boisseau, tout ça, il y a plusieurs points. Il faudrait que l'État s'attaque sur ça. Maintenant, pour ceux qui sont encore à la maison, il faudrait que chaque parent prenne ses responsabilités. Ce n'est pas l'enfant qui doit nous éduquer, c'est les parents, c'est nous parents qui doivons éduquer nos enfants. Parce que si on laisse l'enfant nous éduquer, genre, il aime trop mon enfant, mais c'est mon seul enfant. Au finish, ça sera ça, la rue. C'est la rue qui va l'accueillir. D'accord. Voilà. D'accord. Et il est important de faire une campagne de sensibilisation sur, je veux dire, la planification familiale, le nombre d'enfants. Bon, après, on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Hein. Non, je reviens même sur un fait. Dernièrement, il y a quelque chose qui s'est... Il y a un message vocal, comme ils ont l'habitude de le faire, et comme ils savent bien le faire. Ils ont parlé d'une maladie qui est spécialement pour les femmes. Et ils ont dit qu'il y a un vaccin qui a été trouvé, donc les enfants, les jeunes filles, les petites filles seront vaccinées pour éviter cette maladie. Et il y a une dame qui n'est pas ici, évidemment ils ne sont jamais ici, qui fait un message vocal et elle balance à tout le monde, voilà. Si on veut faire des injections à vos enfants, cette vaccination, n'acceptez pas parce que quand on le fait, les gens ne procréent pas, il y a des impacts sur les choses, l'enfantement, le nombre d'enfants est limité. Bon, quand des gens ont des moralités comme ça, comment est-ce que l'État, même si l'État veut le faire, comment est-ce que l'État peut avoir la force de le faire? Quand tu veux poser des actes qui vont à l'endroit ou bien dans le bien de la population, il y a toujours des gens qui sont eux à gauche, qui sont toujours dans la négativité, qui vont toujours se décourager. Sinon, c'est normal qu'on fasse des programmes de sensibilisation. Expliquer surtout aux hommes. Parce que tout à l'heure, il a dit non, nos mamans ont tort. Parce que monsieur, il a 3 femmes, pourquoi est-ce que tu veux aller te remettre dans un foyer? Non, souvent la maman n'a rien à dire. La maman n'a rien à dire. Moi, j'ai vu récemment une petite fille de 14 ans à qui on a donné en mariage. Quand je l'ai vue enceinte, j'ai coulé les larmes. Parce qu'elle n'a pas de mots, elle n'a rien à dire. Voilà. Il y a tout ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on accuse quelqu'un. Il y a des process en milieu scolaire. En milieu scolaire, quand la fille est enceinte, dit enceinte, c'est le monsieur. Il savait que, voilà. Non, il savait que le sang va revenir dessus à une autre émission. Il savait que le monsieur, il a déjà une famille où il a 3. Mais le père, il dit, mais moi, il se désengage. Carrément, et puis il libère la fille. Alors, merci à chaque invité. Et je pense que le débat, il a été chaud. Notre plateau, il est tout chaud là en ce moment. Et merci d'être les chers téléspectateurs d'avoir été avec nous tout au long de ces 30 minutes écoulées. Et ce fut un plaisir de vous avoir proposé cette émission. Et